Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et c'est parti pour le Witchy Planet. Coucou ma très chère Vera. Yeah, salut Alina, tu m'entends bien? Ah oui, je t'entends très très bien. Alors en plus tu commences avec yeah, ça veut dire que tu es aux petits oignons, tu es en forme, tout roule. Oui, mais c'est du mimétisme, c'est ton hier. D'accord. Oh, je fais des choses sans le vouloir, c'est qu'entre ça promet du bouillon, yeah, ça y C'est va. le petit marqueur. C'est ça. d'Alina. J'aime bien, j'adore. En tout cas, je suis super heureuse de t'avoir ce matin en direct pour ta chronique, parce que alors, ce matin, tu vas nous parler d'une ville juste de ouf. Ben oui, en fait, je voulais boucler en fait ce cycle Witchy Planet consacré aux lieux vibratoires de France sur le lieu emblématique en fait, qui est reconnu pour être l'un des plus puissants. J'ai nommé la cathédrale de Chartres. Alors j'ai vu dans le chat effectivement Robert qui a tout de suite en fait épinglé la cathédrale. Oui, donc c'est de elle dont je vais vous parler ce matin parce que c'est un lieu absolument magique. C'est déjà un bijou architectural, évidemment, mais c'est aussi, sur le plan énergétique, vraiment un lieu absolument exceptionnel. Waouh. Eh ben, les amis, ça promet du bouillon pour ce matin. Donc c'est parti Alina, je vous emmène direction Chartres, la préfecture d'Eure-et-Loir. Donc on n'est pas très très loin de Paris, 90 km, et pas très loin d'Orléans, 80 km. Et donc Chartres se trouve sur le plateau de la Bosse. Donc c'est placé en fait sur un promontoire, comme c'est souvent le cas pour les lieux énergétiques. Et c'est aussi une ville qui a une densité rare au niveau patrimoine historique parce qu'il n'y a pas moins de 25 églises dans un périmètre qui est quand même assez réduit, puisque la ville fait 40 000 habitants. Donc c'est vraiment une ville, je dirais, de taille très moyenne. Et les habitants d'ailleurs qu'on appelle, comment tu crois qu'on les appelle? Les Chartrois. Les Chartois. T'étais pas loin, les Chartrains et les Chartraines. Ah, c'est joli. Oui. Oh. Et d'ailleurs, la ville tient son nom de l'ancien peuple gaulois des Carnutes. Alors les Carnutes, pour ceux qui sont un petit peu branchés druidisme, ça va forcément vous parler, puisque c'est dans la forêt des Carnutes que se réunissaient chaque année les druides. Et ça, on le tient des récits de Jules César. Voilà, donc il y a une réalité historique derrière ça. Et donc, de capitale des Carnutes, Chartres va devenir progressivement, au moment de la christianisation, l'un des diocèses les plus importants de France, avec une renommée qui va largement dépasser les frontières. Alors, je vais vous faire une petite... Oui, dis-moi. Je sais pas si tu as vu, mais oui, Amise, elle a peut-être raison. Pourquoi pas les Chartreux? Et il y a Sylvain qui dit « Ah, mais chat alors !» Ah oui, non, mais oui, puis bon, voilà, la Chartreuse, tout de suite, quand on parle d'alcool, on retrouve les habitués de la taverne, donc oui, non, c'est bien Chartrain et Chartraine. Moi, c'est vrai que j'aurais été aussi tentée de dire Chartreux et Chartreuse. Ouais, j'ai dit Chartreux, le chat, la Chartreuse, l'alcool. Oui, ça va ensemble, c'est vrai que c'est le même nom, donc forcément, ceci explique cela. Mais il doit y avoir une autre origine, du coup, pour ça, mais on va creuser, creuser. Alors, petite page d'histoire sur la ville de Chartres, très rapidement. Donc, on va trouver déjà des traces de l'implantation humaine dès l'âge du fer. Et donc, comme je vous disais, à l'époque de l'Antiquité, l'actuel département d'Eure-et-Loir, ça va en fait correspondre à la partie centrale du territoire des Carnutes, dont Chartres était l'un des oppidums, connu sous le nom d'Autricum. Voilà, donc c'était à l'époque une très très grande cité avec beaucoup d'infrastructures. Et donc, à partir du IIIe siècle, la ville va être évangélisée par saint Altin et sainte Éodalde. Et on dit même, d'ailleurs, la légende raconte que la cité aurait été avertie du message chrétien dès le 1er siècle par les druides qui auraient instauré le culte marial. On raconte aussi d'ailleurs qu'il y aurait eu des visions, des choses comme ça qui auraient... Voilà. Bon, après, il y a pas de traces de ça. Donc, ma foi, ça reste des légendes, mais peut-être avec un fond de vérité. Et donc, à partir du Moyen-Âge, alors là, il y aura une période assez trouble, puisqu'il y aura beaucoup d'invasions normandes avec de multiples invasions, des incendies aussi, différentes aussi destructions de la cathédrale elle-même, et donc des reconstructions.
également. Et on peut noter qu'en 876, Charles II le Chauve va faire don du voile de la Vierge dont il a hérité de Charlemagne, et qui va devenir justement en fait vraiment l'objet qui va attirer un très très grand nombre de pèlerins et qui va vraiment installer la ville de Chartres comme étant vraiment en fait un cœur, un lieu de pèlerinage très très connu en France, mais bien au-delà aussi des frontières. Mais on y reviendra parce que je vous parlerai justement aussi de la dimension mariale de la cathédrale de Chartres. Alors, l'autre source, en fait, dont va tirer en fait la puissance, dont Chartres va tirer sa puissance, c'est aussi la richesse du lieu, puisqu'en fait le chapitre de la cathédrale possède énormément de terres, de domaines, et c'est vraiment de cette richesse et de cette puissance que va découler les cathédrales successives, puisqu'en fait l'actuelle cathédrale de Chartres, eh bien, on estime que c'est en fait le 7e édifice, la 7e cathédrale. Voilà. Et puis, il y a aussi une renommée intellectuelle, et ça, c'est dû en fait justement à l'évêque Fulbert de Chartres, que vous connaissez peut-être, qui était donc un chanoine et qui va monter en grade, hein, puisqu'il va finir évêque, et qui est à l'origine du développement de l'école de Chartres, qui va s'épanouir pendant près de 2 siècles. Et donc dans cette période de la Renaissance, eh bien, va naître ce qu'on appelle en fait l'esprit chartrain, et qui va, où on parle aussi d'humanisme chartrain, puisqu'en fait il y a donc du coup tout un esprit qui découle directement de la rigueur grammaticale, de la curiosité scientifique, de l'enseignement de plusieurs de Fulbert de Chartres, mais aussi de plusieurs maîtres de pensée qui vont lui succéder, et donc qui continue aujourd'hui à aussi être parmi les plus fameux de l'histoire intellectuelle. Voilà, donc vraiment en fait un lieu qui va être riche, mais à tout point de vue, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, et qui va aussi avoir cette aura, cette attractivité, par justement aussi la puissance de ses reliques, dont le fameux voile de la Vierge dont je vais vous parler un petit peu plus loin. Je fais un peu de teasing. Pas de souci. On a une question de Clandula qui en fait plein de bisous. Elle nous demande si Chartres est placé sur un nœud géobiologique. Eh bien, oui, en fait, je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais effectivement, la cathédrale de Chartres va, que ce soit, on va dire, au niveau de son orientation solaire, au niveau aussi du fait qu'elle est sur un promontoire, sur un tertre, et aussi toutes les composantes, on va dire, hein, qui ont caractérisé la construction de la cathédrale de Chartres font que c'est justement vraiment un lieu énergétique exceptionnellement puissant, hein, puisqu'en fait, pour ceux qui se passionnent pour la géobiologie, on a mesuré en fait la vibration de la cathédrale à 18 000 unités bovis, ce qui est en fait énorme pour un lieu construit. Et c'est l'équivalent du Machu Picchu, mais aussi de la chambre royale de la pyramide de Gizeh. Donc, c'est vraiment un lieu absolument exceptionnel. Et comme je vous le disais dans mes précédentes chroniques, en fait, la qualité vibratoire d'un lieu tient à plusieurs choses. C'est souvent, en fait, du coup, le fait qu'elle soit située en hauteur, et aussi le fait qu'elle soit placée sur un réseau énergétique, hein, donc il y a le réseau Curie-Hartmann, il y a le réseau d'or, etc. Donc la cathédrale effectivement est placée sur le réseau d'or, et le fait aussi de la qualité des pierres, le fait de la proximité de l'eau, et c'est vraiment en fait la conjonction de tous ces éléments-là, les symboles aussi installés par les hommes, qui vont faire en sorte justement en fait vraiment d'optimiser la qualité vibratoire du lieu. Donc oui, tout à fait, Clandulac, c'est le cas, j'allais dire c'est le cas pour la cathédrale de Chartres. Alors si je reprends un petit peu le fil de notre prise chronologique, à l'époque moderne, eh bien, malgré les troubles religieux, hein, qui vont caractériser le XVIe siècle, la ville de Chartres va rester fidèle au culte catholique. Mais bien sûr, la fertilité du pays, la richesse de la cité va susciter la convoitise. Et donc, au gré notamment des guerres de religion, il y aura pas mal justement là aussi
La ville sera assiégée à plusieurs reprises. On peut d'ailleurs aussi citer le passage d'Henri IV, qui à Chartres, qui est le seul roi de France sacré dans cette cathédrale. Alors d'ailleurs, j'ai 2 petites anecdotes par rapport au sacre d'Henri IV. Alors déjà, vous le savez peut-être, mais Henri IV, c'était un protestant. Donc la moitié de la France étant catholique à l'époque, le voir devenir roi, c'était juste pas possible. Donc ça, il l'a compris, il va se convertir en 1593. Mais comme vous le savez aussi peut-être, le sacre des rois se passe généralement à la cathédrale de Reims. Mais là, c'était pas possible non plus, puisque Reims était en fait aux mains des protestants. Idem pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc, c'est à Chartres que va dérouler son sacre. Alors, on raconte aussi qu'il aurait choisi en fait Chartres parce que il y a eu une histoire d'amour avec sa dulcinée, la belle Gabrielle d'Estrées, et on dit qu'il aurait partagé son lit pour la première fois à Chartres et que du coup, il aurait choisi la ville pour cette raison-là. Oh, c'est trop mignon. Ben oui, voilà, ça c'est le petit côté. Alors c'était pas un romantoche quand même, le Henri IV, parce qu'il a quand même bien collectionné. Mais bon, voilà, il y a pas mal de légendes autour d'Henri IV. Alors forcément, je vais aussi vous parler du cheval d'Henri IV. Et il y a une histoire de sabot, puisque on dit que le jour du sacre, de son sacre, donc Henri va entrer dans la cathédrale chartraine à cheval, parce qu'il y a en fait une marque sur le sol qu'on peut d'ailleurs encore observer qu'au milieu de l'allée centrale de la nef, et on raconte que ce serait l'empreinte du sabot de sa monture, mais en fait non, c'est bien des bêtises, puisque Henri est bien entré dans le lieu saint à pied. Ça le fait quand même pas trop quand même de rentrer dans une église à cheval, quoi. Et voilà, ça c'est l'autre petite anecdote sur le passage, sur le sacre d'Henri IV à Chartres. Alors, ensuite, on passe à l'époque contemporaine. Alors, lors de la Révolution, la cathédrale va être relativement protégée. Bon, les reliques vont quand même être un petit peu abîmées, et puis, mais pas autant que dans bon nombre d'églises partout en France, où on va quand même détruire et démolir beaucoup d'églises et beaucoup de leurs trésors. Et puis donc à partir du 19e siècle, la ville va connaître les progrès importants de cette époque, comme l'arrivée du chemin de fer, comme la mise en place du tramway, ou encore même la création d'un aérodrome. Et puis bien sûr, dans le 20e, on aura le lot des souffrances apportées par les 2 guerres mondiales. Alors on peut noter que en août 1944, la cathédrale va être sauvée de la destruction grâce à un colonel américain qui va en fait remettre en question l'ordre reçu de détruire la cathédrale, parce qu'il pensait en fait ses chefs pensaient que les Allemands s'y abritaient, s'y cachaient. Et en fait, il va se porter volontaire sans même prévenir d'ailleurs personne. Il va partir juste avec un commis pour justement aller vérifier et constater qu'il n'y a justement pas de soldats allemands à l'intérieur. Et donc, il va sonner les cloches et dresser un drapeau américain pour avertir de l'absence d'ennemis. Et bon, malheureusement pour lui, il va être tué le jour même au combat. Mais on lui doit justement en fait le fait que la cathédrale de Chartres est toujours debout aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de pouvoir le citer. Voilà. Et puis, bien sûr, après-guerre, la ville va connaître un essor économique et social. Et voilà pour la petite page d'histoire concernant Chartres. Alors, si tu es d'accord, Alina, je vais vous parler maintenant de ce qui nous intéresse, savoir la cathédrale. Ah bah oui, en plus elle est magnifique. Ouais, elle est vraiment très très belle. Alors moi, j'ai fait un peu de chauvinisme, c'est que moi je suis fan de celle de Strasbourg, forcément. Mais qui est aussi une autre cathédrale gothique. Mais Chartres est vraiment une très 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 belle cathédrale. D'ailleurs, elle est classée donc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et elle va recevoir chaque année 1 million de visiteurs, que ce soit des touristes ou des pèlerins, qui viennent se recueillir chaque année au sanctuaire marial. Alors, elle est magnifique et surtout, c'est la plus complète et la mieux conservée des cathédrales gothiques. On est vraiment surpris quand on la voit de l'extrême unité
architectural de l'édifice. Hein. Souvent, bien sûr, les cathédrales, les édifices religieux sont toujours composites, hein, puisque c'est des constructions sur plus de 1000 ans, et même bien au-delà, hein, si on devait considérer aussi les précédents lieux de culte, qui n'étaient pas forcément des cultes chrétiens. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un très très bel édifice, et c'est vraiment un chef-d'œuvre des bâtisseurs d'énergie. On sait que en fait sur ce lieu de culte ancien, en fait où il y avait une grotte druidique, eh bien les bâtisseurs d'énergie ont su édifier un instrument en fait vraiment parfait pour capter, pour amplifier les énergies présentes. Et rien n'a été laissé au hasard, comme toujours, hein, de l'emplacement du labyrinthe dont je vais vous parler puisqu'il est extrêmement connu, le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, à la hauteur de voûte, en passant par le diamètre des rosaces. Tout a été en fait pour vraiment propager une onde bénéfique au corps et à l'âme du visiteur. Mais je vais vous parler de toute façon au gré un petit peu de l'histoire de ce bijou architectural. Je vais vous parler de ses aspects énergétiques évidemment. Mais là aussi, je vais vous parler de son histoire. Je vous ai parlé de la ville, mais forcément, l'histoire de la cathédrale est intriquée dans l'histoire de la ville. Mais c'est intéressant d'y revenir. Donc, comme je vous le disais précédemment, au temps des Celtes et des Gaulois, en fait, les pèlerins, c'était déjà un lieu de pèlerinage, déjà. Et les pèlerins, en fait, descendaient dans une grotte dans laquelle se trouvait un puits et un autel, vraisemblablement une table de dolmen sur laquelle aurait été placée une statue de déesse mère. Alors, son nom va changer selon les époques, Isis, Déméter, Bélissama ou la Vierge Noire, au temps de la christianisation. Donc vraiment, cette nécessité de descendre dans les entrailles de la terre-mère pour vénérer l'effigie de cette déesse mère et baigner dans ses vibrations énergétiques définit vraiment l'essence du lieu. Alors, à la christianisation du site, cette déesse païenne va être transformée en Vierge Noire et cette grotte druidique va être transformée en crypte, d'où l'appellation actuelle Notre-Dame sous terre. Et donc cette crypte que vous pouvez toujours visiter aujourd'hui, mais je vais vous la détailler, je vais vous la présenter un petit peu plus loin également. Et alors, au temps des premières cathédrales, puisque comme je vous le disais, la ville a été évangélisée assez tôt, on suppose qu'il y a eu donc un premier édifice dès le IVe siècle. Donc, cathédrale qui va être détruite par les Vikings, immédiatement reconstruite. Charles le Chauve, donc, comme je vous le disais, qui va donc offrir la relique du voile de la Vierge et qui va donc consacrer par ce geste Chartres comme un énorme centre de pèlerinage. Et puis, à partir de 1020, un autre incendie va détruire la cathédrale et c'est là que notre évêque, notre fameux Fulbert de Chartres, va édifier une nouvelle très vaste, dont il reste la crypte principale. Je me suis permise de partager des images, et notamment le fameux labyrinthe qui se trouve au centre donc de la cathédrale. Elle est magnifique. Hein. Oui, alors justement ce labyrinthe, alors il date il est daté entre 1200 et 1220. Voilà, et il a été vraiment voulu par le chapitre de Notre-Dame de Chartres. Alors aujourd'hui, en fait, il revêt différentes symboliques, et ça depuis les années 70. On a pu y voir vraiment, comment dire, un objet ésotérique. On a pu y voir aussi un objet psychologique. Enfin, mais en fait, il faut vraiment comprendre que c'est en fait un dessin qui a été vraiment voulu par les chanoines, et c'est là que ça devient en fait extrêmement intéressant. En fait, on le sait par des fouilles archéologiques assez récentes, mais ce labyrinthe, alors déjà, il y en avait dans d'autres cathédrales. Il y en a un à Amiens qui a été détruit et reconstruit au XIXe siècle.
qui lui est octogonal, hein, puisque là vous pouvez voir sur le dessin qu'a partagé Alina sur le chat que le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, lui, est circulaire. En fait, à cette époque-là, il y a eu, donc au XIIIe siècle, beaucoup de labyrinthes comme ça construits dans des églises, dans des cathédrales en particulier. Alors ça fait directement référence au mythe de Thésée et du Minotaure. Hein, vous connaissez sans doute cette légende où la femme du roi Minos était tombée amoureuse d'un taureau blanc. Elle a eu un fils avec lui qui est donc le Minotaure, cet homme mi-taureau, mi-homme. Le roi Minos l'enferme dans un labyrinthe qu'il fait construire par l'architecte Dédale. Et donc, en fait, tous les 9 ans, on donnait 7 jeunes garçons, 7 jeunes filles d'Athènes pour nourrir ce Minotaure. Et puis, de là, en fait, il y a Thésée, le fils, je crois, du roi d'Égée, qui a été, on va dire, qui a fait partie d'une fournée de jeunes gens donnés en offrande, ou plutôt pour nourrir, on va dire, le Minotaure, pas en offrande, mais plutôt pour voilà. Et donc c'est la fille d'Aria, la fille du roi Minos, qui va l'aider en lui donnant donc une pelote, une bobine de fil qui va lui permettre en fait de s'y retrouver dans le labyrinthe, de ne pas s'y perdre et surtout d'affronter et de terrasser Minotaure. Alors pourquoi cette référence en fait à cette légende antique qui manifestement était complètement maîtrisée et connue par les ecclésiastes de l'époque? Eh bien c'est parce qu'en fait c'est une métaphore parfaitement transposable sur le plan chrétien. Thésée représentant en fait le Christ qui réussit en fait à terrasser le mal, c'est-à-dire le Satan, hein, Minotaure pour Thésée, et surtout qui va délivrer en fait les gens de ce mal et leur permettre en fait de sortir de ce dédale. Donc voilà en fait le parallèle, hein, qui est fait entre la légende antique et l'appropriation en fait par l'Église. Et d'ailleurs, jusqu'à la Révolution française, au cœur de ce labyrinthe, vous aviez en fait une plaque de cuivre qui figurait justement Minotaure terrassé par Thésée. Alors une plaque malheureusement qui a été fondue, puisqu'à l'époque on avait besoin de récupérer tout ça pour faire des canons, des trucs et des machins. Mais on sait qu'effectivement il y avait cette plaque-là. Voilà, donc ça c'est vraiment en fait l'origine en fait de ce fameux labyrinthe. Et donc emprunté, alors ce qui est vraiment extrêmement intéressant, en fait on sait que ce labyrinthe il était installé donc par le chapitre pour en fait, c'était un marquage au sol pour, en fait, à des fins liturgiques et en particulier au moment de Pâques. Alors, ça peut sembler vraiment surprenant d'imaginer des gens qui dansent dans des églises. Aujourd'hui, je pense que si on faisait ça, bon déjà, je pense qu'on serait plaqué au sol. Hein. Et justement, c'est un usage. Alors, on pense qu'il était d'ailleurs hérité de culte païen. Hein, autour de la danse solaire. Un Pâques, c'est quand même Ostara, c'est quand même la renaissance de la nature où le soleil est extrêmement présent. Dans Pâques, dans la grande veillée de Pâques, c'est également le cas. Hein, tout est de toute façon tout est très lié, ça vous le savez. Et donc, en fait, les gens faisaient des danses de 3 pas. Le doyen en fait du chapitre se mettait, donc prenait la bobine, cheminait, donc faisait tout le parcours du labyrinthe, se retrouver au centre et ensuite après lancer cette bobine de fil jaune. Donc le jaune représentant le Christ, représentant la lumière, représentant le soleil, pour justement en fait figurer la rédemption et donc la renaissance du Christ qui revient du royaume des morts. Et donc ce message d'espoir, donc ce doyen qui envoyait donc cette bobine en fait aux autres personnes autour du labyrinthe pour justement figurer que finalement c'était un chemin, on va dire, offert à tous. Voilà, et c'est encore aujourd'hui comme ça
qu'on peut, on va dire, l'envisager selon évidemment ses croyances et ses sensibilités. Mais en tous les cas, le labyrinthe, si j'en reviens sur un plan énergétique, en fait, lui, il va se situer à un emplacement très particulier. En fait, alors là, je fais référence aussi à un livre dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est le livre de Thierry Gauthier, qui s'appelle donc L'énergie des lieux sacrés aux éditions Ouest France, et qui justement en fait nous explique que déjà le sommet de la voûte qui surplombe le labyrinthe est placé à 37 mètres de hauteur. On sait aussi qu'il y a de l'eau qui circule sous le labyrinthe, qui est en fait le lot du puits des Saints-Forts, dont je vais vous parler un peu plus loin. Donc une eau qui coule aussi à 37 mètres de profondeur, et donc en fait le labyrinthe, il est situé au centre des rayonnements de l'eau, donc vraiment c'est vraiment équidistant entre l'eau et pardon, les rayons renvoyés par la voûte, et donc c'est ce qui fait que le labyrinthe serait en vibration permanente. Le fait aussi qu'il y ait ce cheminement circonvolutoire, donc va aussi augmenter mécaniquement la puissance du vortex. On sait aussi que le haut du labyrinthe, sur le bord est, est situé à 37 mètres du portail d'entrée. Donc étonnamment, ce 37 mètres, c'est une sorte d'étalon, de référence qu'on va retrouver dans une grande partie des proportions architecturales de la cathédrale. Donc, ce qu'il y a aussi alors, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est qu'il y a eu des millions et des millions de pèlerins, de gens qui, depuis 1220, ont emprunté tous les jours, ou quasiment, enfin, c'est pas tout à fait tous les jours, parce qu'aujourd'hui, c'est que les vendredis. Et donc, on peut aussi imaginer en fait que le lieu a été chargé aussi du passage de toutes ces personnes qui l'ont emprunté soit pour l'amusement, mais pour beaucoup dans une dimension, en fait, dans une démarche méditative ou de spirituelle. Et donc, forcément, ça va aussi charger le lieu d'une certaine manière. Ce qui est aussi très particulier, c'est qu'en fait, le labyrinthe, il a été réalisé, donc il est noir et blanc. Donc le blanc, c'est une pierre calcaire de Berchères. Donc le calcaire, c'est blanc, c'est chaud, c'est léger. On dit que c'est l'énergie yin, donc une énergie plutôt féminine. Et il contraste avec le noir, qui est en fait un marbre originaire des Ardennes. Le marbre qui est donc froid, qui est lourd et qui représente l'énergie yang. Et donc cette opposition du blanc et du noir montre aussi symboliquement que la lumière doit jaillir des ténèbres. Alors, ce qui est notable, c'est qu'en fait, dans le labyrinthe de Chartres, on marche en fait on chemine dans le blanc, alors que si vous allez à la cathédrale d'Amiens, c'est le contraire en fait. Alors à Chartres, vous partez de l'extérieur pour arriver au cœur, à l'intérieur. Et à Amiens, c'est vraiment complètement l'opposé, c'est-à-dire que vous partez du cœur pour aller vers l'extérieur et vous marchez sur le noir, donc sur le chemin de la matérialité. Donc voilà, c'est pour ça en fait souvent qu'on fait le parallèle entre les deux labyrinthes qui sont finalement quelque part aussi complémentaires dans leur démarche. Labyrinthe Amiens qui lui par contre est octogonal, mais beaucoup plus récent, puisqu'il a été, comme je vous disais, détruit au 19e siècle, reconstruit vers la fin du 19e, donc 50 ou 60 ans après, alors que celui de Chartres, lui, a été construit 600 ans avant celui d'Amiens. Mais celui d'Amiens est aussi évidemment à voir. Malheureusement, Amiens, vous avez souvent en fait des chaises dessus, donc du coup, c'est moins accessible. J'ai mis une photo justement du labyrinthe d'Amiens. Alors, oui. Sur la photo, on voit les chaises, mais elles ne sont pas au centre du labyrinthe, donc on perçoit bien mieux le labyrinthe. Même si effectivement, sur la photo, quand même, on voit des petites formes qui pourraient être intéressantes, mais il y a les chaises dessus. Donc, oui, et je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, quand on regarde l'image, alors c'est des ondes de forme, oui. Évidemment. Alors on dit qu'on pourrait même dans l'absolu imprimer en fait ces labyrinthes et puis recharger des choses dessus. Mais en fait, quand on regarde, surtout en fait le labyrinthe d'Amiens, en fait, il y a aussi en fait un effet d'optique puisque ça vibre. Donc c'est presque un peu hypnotique. C'est un peu moins le cas pour Chartres. D'ailleurs, en fait, il y a un chanteur très très connu qui s'est tatoué le dessin du labyrinthe de Chartres. Tu sais qui c'est ? Non. Ah, attends. Ce serait pas...
Comment il s'appelle? En plus, j'adore cet artiste. Quand il a commencé la musique, il était en groupe. Oui. Oui. Tu l'as. Ouais. Tu penses à Police, qui est devenu après? Ah non, non, c'est pas lui, je pensais. Ah, c'était pas lui, tu pensais pas à lui. C'est Sting, en fait. Sting, lui, c'est... Ouais. J'en ai aussi profité pour partager auprès des enchanteurs sur le chat le livre que tu as cité tout à l'heure de Thierry Gauthier. Donc, l'énergie des lieux sacrés. Donc, il y a le Mont-Saint-Michel, il y a Carnac, il y a Chartres, il y a les menhirs, les chapelles, les dolmens. Donc, ça a l'air vraiment pas mal. Mais c'est en fait dans le livre, alors il explique en fait les principes en fait de fonctionnement des lieux, des hauts lieux d'énergie justement. C'est très accessible, hein. Franchement, c'est parce que souvent c'est parfois un peu technique. Alors bon, quand on n'est pas trop là-dedans, c'est un peu voilà, ça tient à distance. Mais lui, c'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé vraiment son livre hyper agréable. Je m'y réfère souvent en fait. Je l'ai depuis. Il est paru en 2019, donc je l'ai depuis quelques années. Et c'est vrai qu'en fait, il va décortiquer les trois lieux vraiment emblématiques dont je vous ai parlé d'ailleurs précédemment. C'est effectivement le Mont-Saint-Michel, l'alignement de Carnac, les alignements de Carnac, et puis la cathédrale de Chartres. Donc vraiment, si vous vous intéressez à cette thématique, je vous renvoie à ce livre-là. Il y a aussi un livre qui est absolument incontournable, qui est beaucoup plus ancien, qui a d'ailleurs été écrit par un Alsacien, Cocorico. C'est donc Adolphe Landsburg qui a écrit Les hauts lieux d'énergie en France, donc aux éditions d'Angle. Voilà, donc et qui est depuis très longtemps édité, réédité, qui avait été souvent actualisé. Alors je pense que le monsieur il est très très âgé maintenant, mais je suis pas sûre qu'il y ait des réactualisations. Mais en tous les cas, c'est vraiment aussi un livre qui est hyper, alors qui est vraiment différent de celui de Thierry Gauthier. Là, vraiment, c'est comme un guide, c'est-à-dire que le bouquin de Landsburg, vous avez région par région tous les lieux énergétiques, mais du plus petit au plus grand. Vraiment, donc si un jour vous allez même en vacances, vous pouvez emmener ce bouquin parce que vous allez forcément voir des choses à visiter sur le plan énergétique. Donc ça, c'est vraiment la force du livre. Donc vraiment, je vous le conseille. Voilà. Donc vraiment, le labyrinthe, c'est vraiment un aspect, une caractéristique vraiment passionnante de cette cathédrale. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, et c'est un monsieur qui s'appelle Gilles Fresson, qui fait partie du rectorat en fait de la cathédrale de Chartres, et vous pourrez trouver en fait pas mal de vidéos. Vous trouverez aussi, je vous renvoie au site officiel de la cathédrale, qui est extrêmement bien fait. Alors je vais vous le donner, c'est donc www.cathédrale-chartres.org. J'ai rarement vu un site internet aussi bien fait. Dedans, vous allez déjà, c'est très bien écrit, mais vraiment très bien. C'est qualitatif et en même temps c'est simple à lire. Vous allez retrouver beaucoup en fait justement d'explications de ce monsieur qui semble-t-il est historien, qui est vraiment spécialiste du lieu. Vous allez aussi retrouver dedans des photos prises par un artiste américain un historien de l'art américain qui a pris en fait des photos en 360. Donc vous pouvez vraiment visiter la cathédrale comme vous y étiez. Donc vous avez des liens dedans, ça vous renvoie sur l'université de Columbia. Donc vraiment ces 360 sont absolument scotchants. Donc vraiment je vous invite à vous rendre sur le site officiel de la cathédrale. Et en plus vous avez aussi des animations. Donc quand vous allez dans l'onglet ressources, vous allez par exemple pouvoir accéder vous allez pouvoir en fait décortiquer chaque partie, chaque centimètre de chaque vitrail, de la cathédrale, puisque vous savez aussi que les vitraux de la cathédrale sont extrêmement connus dans le monde entier, déjà d'une ampleur remarquable, puisque ces vitraux vont s'étendre sur une surface au total de 2500 mètres carrés, comprendre plus de 3500 personnages. Moi, ce que j'adore, c'est les vitraux où vous avez en fait les corps de métier, parce qu'en fait, il y a une précision au niveau du geste du métier, même pour en fait comprendre et imaginer ce que pouvaient être justement en fait les métiers au Moyen Âge, c'est juste incroyable.
Et puis il y a aussi ce fameux bleu de Chartres, hein, un bleu azur d'une translucidité étonnante qu'on va retrouver dans tous les vitraux, hein. Et puis on sait aussi d'ailleurs que les vitraux vont avoir aussi un impact au niveau énergétique, hein, puisque là ça fait aussi référence en fait à tout ce qui est chromothérapie, quoi, quelque part. Et puis la cathédrale va comprendre 3 magnifiques rosaces de très grande dimension. Donc aussi ce symbole de la rosace, là je vais pas le développer parce que sinon vraiment je vais spoiler tout le temps, mais là aussi il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, pour en venir au labyrinthe, si on devait en fait, si la cathédrale était en fait quelque part un livre, on pourrait en fait plaquer une des rosaces sur le labyrinthe, et les deux se correspondent complètement. Donc là aussi en fait il y a un effet miroir qui est absolument époustouflant. Voilà. Pour en revenir juste aussi par rapport à, je reviens en fait un petit peu à l'histoire, mais je vais peut-être passer en fait davantage à la visite. Déjà, quand vous rentrez dans la cathédrale, alors bien sûr, l'intérieur mérite vraiment de s'y asseoir, hein, pour ressentir les volumes, pour saisir vraiment cette atmosphère très lumineuse. Depuis 2008, en fait, la DRAC a entrepris des travaux de nettoyage de la pierre à l'intérieur, et c'est assez dingue en fait, parce que du coup, on retrouve en fait la couleur de la pierre originelle, et qui est une couleur très claire. Souvent, en fait, quand on va dans les cathédrales gothiques, si vous allez à Strasbourg, c'est le cas, c'est extrêmement sombre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez la crasse et la suie, hein, qui ont encrassé en fait les murs depuis des siècles et des siècles. Et là, donc, il y a eu ce nettoyage, et donc on voit vraiment. Moi, ça me fait un peu penser, c'est un peu le même effet. Alors, peut-être un peu exagéré, mais de la Sagrada Familia, où vous rentrez dedans, c'est extrêmement clair, c'est avec en plus ces grands piliers qui font comme des espèces de palmiers. C'est vraiment, il y a vraiment un effet waouh. Alors, on sait que la nef et le chœur, c'est vraiment l'axe énergétique de la cathédrale, donc on conseille de ne pas y pénétrer directement, hein, puisque je vous l'ai peut-être dit aussi précédemment, mais souvent quand on aborde un lieu énergétique, on y va de manière progressive, hein, pour pas se prendre, on va dire, tout de suite quelque chose de trop fort, et pour pouvoir bien ressentir les énergies. Donc là, en fait, ce qu'on conseille, c'est vraiment de commencer à faire le tour en empruntant le déambulatoire, hein, qui est là pour ça, hein, d'ailleurs, comme son nom l'indique, pour vraiment ressentir l'énergie progressivement. Ce que vous allez retrouver aussi au niveau du cœur, c'est une étonnante frise sculptée du XVIe siècle, qui est souvent aussi vraiment, enfin, quelque chose qui étonne beaucoup les visiteurs, et c'est vraiment de la dentelle, hein. C'est vraiment très, 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 très beau. Et ensuite, si on continue, en fait, alors bien sûr, vous allez faire aussi le tour extérieur et voir ces 2 flèches, hein, qui font l'identité de Chartres. D'ailleurs, ce qui est très particulier, et c'est ce que les pèlerins ont vécu depuis des siècles et des siècles, c'est que en fait, quand on arrive à pied à Chartres, en fait, on arrive par les champs et on voit sur ce promontoire juste ces 2 flèches qui attirent l'œil tout de suite. Et donc, vous avez une flèche qui est en fait le clocher vieux, qui date des années 1160. Et puis, vous avez le clocher neuf qui, lui, est achevé au XVIe siècle. Voilà, donc lui aussi d'une grande richesse décorative qu'on appelle donc le style gothique flamboyant. Vous avez aussi des jardins qui sont ouverts jusqu'à la tombée du jour et qui entourent l'abside, que vous pouvez aller voir. Les vitraux, eh bien, je vous en ai parlé. Les sculptures, évidemment, là, alors, on peut même juste citer les 3 grands portails extérieurs, avec notamment un petit focus sur le portail sud, où vous allez retrouver cette mandorle avec la statue colonne du Christ qui tient un livre fermé. Alors, on dit que ce livre a les proportions exactes données par le nombre d'or. Donc, je vais prendre la partie alchimique, Liliane, hein, que tu n'as pas dans ta chronique sur le basilic. Clin d'œil. Et puis, donc, le Christ aussi qui se tient debout sur la tête de 2 animaux, une vouivre qui représente la force tellurique et un lion qui lui représente la force cosmique. Et là, le message est très clair. Celui qui construit avec les proportions dorées maîtrise et canalise les forces de la terre et du ciel. Et puis enfin, un lieu aussi que je vous conseille de visiter, mais on ne peut pas y aller comme ça, il faut prendre rendez-vous, hein, c'est la visite de la crypte de la cathédrale, qui est une des parties les plus anciennes.
Alors, c'est une des plus grandes cryptes de France, mais aussi du monde. Voilà, donc je crois qu'elle est de la même taille ou quasiment, on va dire, que celle de Saint-Pierre et de la cathédrale. Ah là là, en Angleterre, je ne sais plus laquelle. Mais bon, voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument incroyable. Et donc, on dit souvent que, en fait, à Chartres, il y a 2 cathédrales superposées. La crypte qui correspond donc, on va dire, à l'édifice originel, donc peut-être la grotte druidique, bien en dessous, on la voit plus celle-ci évidemment, mais en tous les cas, celle construite par l'évêque Fulbert. Et puis dans cette crypte, vous allez retrouver un puits qui s'appelle le puits des Saints-Forts, qui lui est profond de plus de 33 mètres et qui date de l'époque gallo-romaine. On le sait parce qu'en fait sa base est carrée, donc ça c'est vraiment caractéristique des puits de cette époque-là, et qui a donc accès directement à une prénappe phréatique. Et puis son orientation aux points cardinaux conforte la notion de puits sacré. On le sait, dans beaucoup d'édifices religieux, la présence d'un puits, ça n'a aucune nécessité liée au culte chrétien. Donc c'est vraiment en fait un vestige d'un culte païen dont la préservation va devenir impérative pour conserver vraiment la qualité énergétique. Et d'ailleurs, les saints forts seraient une christianisation de lieu des forts, appellation justifiée pour un lieu fort en énergie et dont l'eau était réputée avoir un pouvoir curatif pour la fertilité notamment. Donc aujourd'hui, alors il avait été bouché, il a été retrouvé en 1901. On sait qu'il y a eu d'ailleurs aussi des premiers chrétiens, on va dire, des premiers martyrs qui avaient été jetés dans ce puits. Ça, c'est ce que la légende nous raconte au Moyen-Âge. Et puis, on sait que l'eau de ce puits passe aussi sous le labyrinthe. Ce qui est aussi très marquant, c'est qu'en fait, dans la cathédrale, il n'y a pas de sépulture. Vous savez que souvent, on a pu y enterrer en fait des personnages illustres. Eh bien, dans la cathédrale de Chartres, non. Ici, on dit que même les puissants n'ont jamais pu y reposer. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez particulier, d'assez singulier concernant Chartres. Et puis, pour finir, eh bien, je vous disais, Chartres, je vous la qualifiais comme un sanctuaire marial. Et c'est vrai qu'on va retrouver la Vierge près de 170 fois dans la cathédrale. Alors, c'est bien sûr lié au fait que, comme je vous l'ai déjà cité, on va pouvoir y voir d'ailleurs, le voile de la Vierge qui avait été perdu et qui a été retrouvé au XVIIIe siècle. Alors on l'a appelé au départ même la Sancta Camisa, donc la Sainte Chemise. Et finalement, quand on a au XVIIIe siècle redécouvert cette relique qui avait été sauvée, eh bien on s'est rendu compte que c'était en fait un voile de soie. On sait que Charles le Chauve le tient en fait de son grand-père Charlemagne qu'il avait reçu en présent de l'impératrice Irène de Byzance. Et d'ailleurs, ce voile est même recensé dans la liste des reliques que détenait la grande Constantinople au 5e siècle de notre ère. Et donc à la Révolution, quand on va parce que bon, malheureusement à cette époque-là, il y a eu donc beaucoup de dégâts faits, on va dire, pour les reliques et les édifices religieux. Et bien à cette époque, en fait, ce voile va être morcelé. On va garder un petit morceau qui est gardé dans la crypte, mais on va retrouver aussi la plus grande partie de ce voile à l'étage, si je puis dire. Et il y a une expertise qui a été menée en 1927 par des grandes soirées de Lyon et qui ont donné une datation du 1er siècle de notre ère et une technique de tissage qui correspond aussi à ce qui se faisait en Palestine à cette période. Donc, on peut en tous les cas penser que vraiment c'est que l'origine, on va dire, de cet objet, de cette relique, semble plutôt avérée. En tous les cas, c'est vraiment, ça a été vraiment le moteur pour tous ces grands pèlerinages mariaux depuis le Moyen-Âge et aujourd'hui encore. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez voir cette sainte chemise qui est exposée depuis 2020 dans un nouvel écrin. Voilà, donc vraiment, je vous conseille d'aller visiter cette belle cathédrale. Il y a différentes manières de la visiter. Elle est ouverte du lundi au dimanche. Le parcours du labyrinthe, lui, par contre, c'est que les vendredis, de 10h à 16h45, de la période du carême jusqu'à la Toussaint. Il y a des visites publiques qui sont organisées aussi tous les jours à 15h. Il y a des visites pèlerines de la crypte aussi, comme je vous disais. Et aussi, et ça me semble, moi je ne l'ai pas fait, mais ça me semble hyper intéressant, ponctuellement, le service accueil et visite de la cathédrale de Chartres va
organiser des visites spéciales qu'ils ont nommées les mystères de la cathédrale, et vous allez pouvoir en fait vraiment découvrir l'édifice à travers ses symboles, à travers ses légendes autour des statues, à travers les secrets du labyrinthe. Donc je pense que ça doit être très très chouette, ça dure 2 heures. Voilà, voilou, Alina, et puis chers auditeurs antasiens, j'espère que cette petite embardée à Chartres vous a plu. Et puis, j'espère aussi que ce Tour de France, puisqu'on est en train de clore quand même cette saison. Donc, j'espère que ce Tour de France des lieux vibratoires vous a également permis de peut-être vous familiariser un peu plus avec les principes de l'énergétique des lieux. Moi, j'ai vraiment souhaité pouvoir mettre en lumière aussi le fait que notre pays regorge de tellement d'endroits magiques et mystérieux. Voilà, nul besoin d'aller trop loin. En plus, c'est beaucoup plus écologique. Donc, tous ces lieux n'attendent que votre venue. Voilà, Lina. C'était passionnant, Vera, vraiment. Autre élément et pas des moindres. On te retrouve pour la prochaine saison, Vera. Oui. Ça, c'est magnifique. Et oui, on aura plaisir à continuer nos voyages, donc toujours à travers Witchy Planet, mais à chaque fois j'essaie de vous proposer une thématique un peu particulière. Donc on avait eu Paris magique et ésotérique, là on a eu les hauts lieux énergétiques de France, et là je vous emmène en fait en voyage dans le monde des pierres. Wow. Donc on va à chaque chronique découvrir une pierre et son lieu à travers le monde, et croiser les histoires et les vibrations de ces deux aspects. Waouh, ça promet les amis pour la prochaine saison. Waouh, j'adore. Bon, c'est toi qui me l'as soufflé, Alina, hein, donc... Je m'en souvenais même pas, tu vois, pour te dire. Ah, ça fait longtemps, ça fait peut-être tout au début de la précédente saison, tu me dis faudrait faire un truc avec les pierres et tout. Oui. Là, si on arrive à associer une pierre avec son lieu, ce serait top et tout. Je me suis dit mais ça c'est une super idée, quoi. Et pourtant, je suis pas du tout lithothérapie, je suis en train d'apprendre tout doucement à m'intéresser au sujet. Au passage, le mois des pierres dans notre pratique, c'est le mois d'avril, hein, pour info. C'est vraiment la période associée aux pierres et à sa magie, notamment la pierre de la destinée. On aura peut-être l'occasion de faire une émission là-dessus pour la prochaine saison. Mais pour te dire, les pierres, c'est vrai que c'est les dolmens, tout ça, ça va être beau, quoi. Donc pour Brocéliande, bien sûr. Oui. Hein, Carnac et tout et tout. Moi j'y vais d'ailleurs fin juillet. Et ouais, toi tu vas dans l'Aude, oui. Moi je vais à Brocéliande. Énorme. On va se rater. Peut-être. Moi c'est toute fin juillet, début août, mais oui. Ouais, je pars pareil aussi, dernière semaine de juillet, début août. Donc, flûte. On essaiera de se caler pour les prochaines vacances. De toute façon, j'ai prévu un voyage du côté de l'Alsace, tout ça, parce que forcément, depuis le temps que nous avons nos amis alsaciens dans la chouette équipe qui nous parlent de l'Alsace, j'ai vraiment envie de visiter cette région, donc ce sera l'occasion. Mais alors là, faut que tu nous préviennes. Mais dès que tu as les dates, ça, on fait le comité d'accueil avec Mimi, avec Abyss, puis on ratisse. Tous ceux qui sont pas trop loin, là, on va monter, aller de la Picardie jusqu'en Bourgogne. On va ratisser tous les Antasiens. Déjà là, je vais visiter la région de l'Aude. Je peux te dire, j'en prends plein les mirettes depuis plusieurs semaines là, et je vais voir Ludovic. Donc je suis contente. Trop bien. Voilà, il fait tout un truc l'été, tu l'avais dit dans l'émission. Oui, il y a tout un cycle de rencontres et de conférences à Rennes-le-Château, avec souvent des auteurs assez connus, pour ceux qui s'intéressent à ces thématiques-là. Notamment, aussi même pour ceux qui s'intéressent, parce qu'on entendait avant Steph Denat sur l'ufologie. Oui. Il y a aussi pas mal de choses. Il y a finalement, il y en a pour tous les, j'ai envie de dire, pour tous les goûts et tous les cerveaux. Mais c'est hyper bien. Et puis, moi, je suis je pense qu'après ma région natale, c'est la région que je connais le mieux, et j'adore. J'adore l'Aude. Et d'ailleurs, j'y vais là dans une quinzaine de jours. J'ai cette chance-là, donc c'est vraiment top. Il y a vraiment là pour le coup aussi des belles vibrations, tellement de choses à visiter aussi. C'est trop bien. Je vais découvrir. Je peux te dire, c'est à faire, quoi, dans tous les cas. En tout cas, alors il y a énormément de messages pour toi, ma très chère Pupus, sur le chat, et notamment Robert qui nous dit c'est une rubrique de qualité, Witchy Planet, et je confirme, tu nous fais toujours découvrir des trucs de ouf.
autour des lieux. Donc, on est tellement heureux de t'avoir dans le Réveil des Enchanteurs pour pouvoir partager tes recherches, tes ressentis sur tous ces lieux-là. Donc, un énorme merci à toi pour tout ce que tu apportes à la radio, vraiment. Ah bah c'est adorable. Bah, merci beaucoup Robert, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, puis moi en fait c'est aussi une chance en fait pour moi parce que ça me permet aussi en fait tous ces travaux-là m'apprennent aussi énormément de choses et en fait quand on les restitue, quand on essaie de les intégrer, de les digérer pour les transmettre et les restituer, voilà. Enfin moi c'est vraiment ça aussi ma motivation et puis ben j'ai toujours autant plaisir de retrouver cette communauté que je trouve hyper saine, hyper bienveillante et ça je trouve que c'est vraiment précieux quoi. Voilà donc je serais vraiment très très contente de vous retrouver à la rentrée. Et puis bah je vous souhaite à tous un bel été, voilà, que vous allez dans l'Aude, en Alsace ou ailleurs, voilà, vibrez bien, voyagez bien, et puis reposez-vous bien. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.